ce projet part d'un souhait d'utilisation intelligente de l'argent public, puisqu'il restait une petite somme sur la caisse des écoles qu'on aurait pu réinjecter et on n'aurait rien vu de cet argent-là dans notre budget. Si ça vous intéresse pas Donc je disais qu'il restait une somme voilà, sur le budget de la caisse des écoles et Laurence, avec les équipes de la direction de l'éducation, de l'enfance et de l'éducation, que je remercie vraiment très chaleureusement pour ce projet que vous avez co-construit ensemble, ont eu l'idée de le réinjecter dans un projet d'actualité, d'intérêt, on va dire, d'intérêt plus fort actuellement, autour à la fois de l'écriture d'un conte sur notamment le fait que, vous le savez tous, Quimper est la capitale des sirènes. Et donc, je remercie également Karine pour cette participation hyper intéressante. Enfin, moi, j'en ai vraiment appris. J'ai appris depuis que les sirènes, d'ailleurs, initialement, avaient des ailes. Je savais pas ça non plus, mais oui. Voilà, un corps d'oiseau. Donc, on s'intéresse. Après, ça continue à cheminer. Donc, l'idée, c'était de travailler d'une manière conjointe autour de la création littéraire, de la création artistique, et de joindre cette création à une problématique qui est la lecture des médias et ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, au travers de tout ce que l'on est amené à lire, à voir. Parce que l'image aussi, elle est incroyable en ce moment, dans tous les médias qui sont à notre portée et qui sont à celle des enfants. Alors pourquoi, de notre point de vue, il est important de travailler à cette éducation à l'image, cette éducation à l'information? D'abord parce que il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu que je vois, mais il y en a plein d'autres, hein, je le dis comme ça à l'arrache. Le premier, j'ai oublié ma note. Le premier, elle rigole, elle le sait. Mais j'ai réfléchi quand même depuis. Le premier enjeu, de mon point de vue, il est autant intellectuel que psychologique, parce que dans la construction d'un enfant, il est important qu'il apprenne à un moment donné à faire la différence entre le réel et ce qui est inventé. Sa structure, en général, de savoir ça. Et c'est ce qui amène un enfant, au bout d'un certain temps, à jouer avec la réalité, avec l'invention, voire avec le mensonge. Mais ce qui est inquiétant, c'est quand l'enfant, il ne sait pas faire cette différence-là, et que même quand il raconte des bêtises, eh bien, il ne sait pas que ce sont des bêtises. Vous voyez, alors quand on a 3 ans, 4 ans, ça, c'est bien, c'est rigolo. Quand le jeune a plus de 10 ans, là, ça commence à être un peu préoccupant. Et donc, tout ce travail, il se construit naturellement dans la famille, il se construit évidemment avec l'environnement éducatif, mais il est absolument important pour structurer, construire une personne. Après, il y a un enjeu éthique, évidemment. Quand on dit des mensonges ou quand on a envie de jouer ou de s'arranger avec la réalité, c'est important de savoir ce qu'on fait et de pouvoir se dire, tiens, à tel moment, je vais tenter un truc là. Et puis à un autre moment, se dire, non, là, c'est vraiment pas possible parce qu'il y a telle conséquence à ce que je vais pouvoir dire et qui est faux. Et enfin, évidemment, et j'en arrive, je ne vais pas être trop longue, j'en arrive à notre soirée, c'est un enjeu démocratique, évident. Alors, quand on était un peu plus jeune que les jeunes, puisqu'il y a des jeunes là qui nous accompagnent, et je les remercie aussi du côté de la mission locale, c'était déjà important. Je me souviens, dans les années 80, c'était hier, on parlait de ces choses-là. On était d'ailleurs dans une période très démocratique. Ça faisait vraiment du bien dans les années 80. Pour ceux qui y étaient, c'est bien de s'y replonger. Mais c'était tellement plus facile, franchement. Dans cette décennie, c'est vrai qu'on n'était pas submergé des réseaux sociaux, ça n'existait pas. D'intelligence artificielle, ça n'existait pas non plus. Or, on a affaire aux deux. Et donc, on le sait, nous avons affaire à des manipulations de masse à l'échelle internationale, nationale. Et c'est extrêmement préoccupant, au point même où finalement c'est le plus riche qui gagne, c'est le plus fort qui gagne. Est-ce que c'est vraiment très éthique ? Moi, j'en doute, mais je sais qu'ici, nous en doutons tous.
Donc voilà, on a ces 3 enjeux et je crois que c'est c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier de préparer nos enfants et nos jeunes à cette lecture tant de l'image que du texte ou du récit oral. Des fois, je vais vous donner une anecdote, j'ai un mari qui sait tout faire et qui est formidable et qui dit des fois des trucs bizarres et à chaque fois, donc nos fils ados, je vous rassure, je vais retomber sur mes pieds, lui disent non mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Et le père répond mais c'est scientifiquement prouvé, la phrase magique, c'est scientifiquement prouvé et ça a marché super longtemps. En fait. Ben oui, mais quand on éduque, ben non, il suffit pas de dire cela pour que ce soit vrai. Donc c'est une vraie curiosité intellectuelle que d'aller vérifier en fait si c'est réellement vrai ce qui est dit et ce qui est produit. Alors, donc ce soir, comme je le disais, on va avec plaisir et intérêt écouter les journalistes que je remercie pour leur présence, pour le fait de se prêter à ce jeu, c'est un peu se dévoiler. Et évidemment que sur la presse locale, régionale, quotidienne, nous ne sommes, je ne crois pas, sur des manipulations de masse. Mais pour autant, on sait bien que dans le rapport à l'autre, à l'information, il y a toujours ce que l'on appelle cette subjectivité. Et c'est normal, c'est de l'humain. D'avoir notre subjectivité, un regard toujours d'un angle qui n'est pas le même si on est sur un autre angle. Et c'est ça qui fait toute la nuance, la différence d'ailleurs d'une presse à l'autre. Mais j'ai besoin de vous entendre là-dessus aussi. Est-ce que c'est juste nos subjectivités individuelles, complètement, comme je disais, humaines ? Est-ce qu'il y a ce qu'on peut croire des fois, hein, je vous pose les questions, hein, j'en profite, je l'ai dit, hein, est-ce qu'il y a des consignes ? Le blanc. On est entre nous, donc c'est pas grave. Mais c'est des questions qu'on se pose parfois. Et puis le lien entre le politique et le journaliste est très intéressant, mais il est complexe parfois. À chaque fois que je suis en colère, c'est très rare quand même, je vous rassure, c'est très très rare, mais que je dis mais c'est pas possible, on n'a pas vécu la même chose. On me redit, le journaliste est libre, il faut respecter la liberté de la presse, tu ne dis rien. Et pourtant, des fois, je ne comprends pas, vous voyez, et c'est en plus, c'est pas de comment dire, c'est pas du jeu hein, quand je dis ça. Donc ceci dit, je me soigne, quand même. Mais pour le coup, je trouve vraiment super intéressant de faire le lien entre, et je vais retomber donc sur mes pieds, entre la dimension éducative, créatrice, parce que dans votre métier de tous les jours, il y a aussi de la création, inévitablement, et puis votre réalité du quotidien, votre éthique aussi. Comment vous vous positionnez par rapport à tout cela ? Moi, je trouve que ce sont des questions super intéressantes. Et donc, ne lâchons rien. Ne lâchons rien, y compris dans les écoles, à la mission locale. Ne lâchons rien de cette question-là, les jeunes. Vraiment, parce que j'ai l'air de rigoler un petit peu comme ça, parce qu'il faut bien mettre un peu de légèreté dans nos échanges. Mais la réalité, elle est effroyable. On peut faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Et les gens, après, ils vont voter en pensant vraiment n'importe quoi. Et or, ce sont nos vies là qui sont en jeu. Donc, voilà, merci de vous prêter à ce jeu parce qu'il est vraiment essentiel. Il s'intègre dans le cadre d'une semaine hyper riche et d'une année scolaire hyper riche. 9 classes, je crois, ont été mobilisées autour du projet. Et donc, je vous remercie à tous et à toutes. Et j'espère vraiment que ce travail va pouvoir continuer au niveau du collège et du lycée. Je pense qu'il y a vraiment du boulot à mener, y compris en dehors de nos compétences de communes, à savoir l'école primaire. Je vous regarde Clémence, Jeanne aussi. Je crois que vraiment ce que vous avez fait germer cette année, c'est vraiment à continuer à faire grandir parce que le travail n'est jamais terminé. Merci à vous et puis bonne table ronde. Alors, je ne sais pas à qui je donne le micro. Je vous ai pas fâché. Non, vous pouvez le poser sur la table. Bon. Non. La presse va s'exprimer.
Alors bonjour et bienvenue à cette table ronde. Si vous avez assisté à l'émission proposée à 18h dans le cadre de la semaine de l'éducation aux médias de la ville de Quimper, vous savez, et Isabelle vient de le dire, c'est une restitution du projet éducatif global qui a été mené par la ville et ses partenaires toute l'année. Alors dans l'émission, on s'était surtout intéressé aux jeunes publics, aux enfants et à leurs parents. Cette table ronde n'est pas une émission de radio, mais néanmoins, elle est enregistrée et elle est aussi filmée par la mission locale du Pays de Cornouailles. Donc, je vous donne le thème général de la rencontre. C'est la liberté de la presse comme pilier essentiel de la démocratie, la restauration de la confiance dans les médias face à la surabondance des sources. Évidemment, on va traiter ce sujet avec un prisme essentiellement local, puisque dans le Finistère, on a la chance d'avoir des médias de qualité. Je crois qu'on peut le dire. Et ils sont là ce soir, tous. Alors, on a Nelly Cloarec, qui est rédactrice en chef de Ouest France à Quimper. Bonjour. Oui, bonjour, je précise, je suis chef de rédaction. Merci. Régis Nescop, vous êtes rédacteur en chef du Télégramme à Quimper, chef de rédac, c'est comme ça qu'on dit. D'accord, vous allez devoir vous partager les micros. Bonjour. Bonjour. Donc chef de rédac. Baptiste Schweitzer, alors rédacteur en chef. Non, c'est moi, ouais. rédacteur en chef. Il faut répondre dans le micro parce que c'est enregistré. Effectivement, c'est bien ça. Rédacteur en chef. Raphaël Baldos, alors plein de casquettes. Journaliste pour Splan, qui est un média d'enquête indépendant en Bretagne. Et aussi animateur d'ateliers d'éducation aux médias au sein de Tut Presse, qui est une agence de presse. Voilà, donc journaliste. Bonsoir. Bonjour. Et Olivier Scaglia, qui est journaliste, mais là, il est là en tant que coprésident, cofondateur de l'OFALP, Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Bonjour. Bonjour, bonsoir, merci. Alors déjà, en tant que média et journaliste, est-ce que vous vous sentez délégitimé, mal aimé, puisque c'est un peu aussi la question de restaurer la confiance. Nelly Cloarec, vous voulez commencer ? Oui, je veux bien. Alors effectivement, moi j'ai une petite introduction. J'ai choisi ce métier pour écouter les gens et faire parler les gens. Et donc ne pas moi-même tenir un micro, donc c'est un exercice pour moi, voilà, qui n'est pas forcément le plus simple. Donc vous avez choisi pour être aimé. J'ai choisi ce métier non pas pour être aimé, mais pour raconter ce que vivent les gens. Est-ce que je me sens délégitimée ou non? Globalement, effectivement, comme vous l'avez rappelé, moi je suis journaliste de presse quotidienne régionale. J'ai travaillé dans des villes de toute taille, des petites villes, des moyennes villes comme ici à Quimper. Et nos relations avec nos interlocutrices, nos interlocuteurs sont des relations du quotidien. Ce sont des relations de confiance, une confiance que l'on travaille dans la durée. Alors effectivement, je vois bien ce qui se passe, j'entends bien ce que disent certains sur les journalistes, mais comme on l'entend au sujet des policiers, des enseignants, des soignants, malheureusement. Effectivement, donc il y a une certaine forme de réalité là-dessus, mais moi je m'y attache pas parce que dans mon quotidien, ce n'est pas ça que je trouve. Le thème de cette soirée, c'est effectivement, vous évoquiez l'abondance de sources, et effectivement, moi je pense que c'est cette question-là qui est essentielle. De quelles sources parle-t-on ? Et en fait, c'est vraiment la question à laquelle il faut répondre, et effectivement la question à laquelle il faut éduquer celles et ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous regardent. Ici, effectivement, on fait tous partie de titres de presse et de médias connus, reconnus, qui ont chacun leur éthique, chacun différent, mais chacun leur éthique de journaliste. Et effectivement, à côté, effectivement, il y a un flot d'informations qui circulent sur des canaux qui ne sont pas régulés. Effectivement, il y a un manque aussi de régulation et un manque d'application du droit sur énormément de plateformes.
Et c'est là, moi, je trouve que se situe le gros nœud du problème. Régis Nescop, même sentiment ou différent ? Oui, c'est un constat partagé. Alors, la question d'être mal aimé, avant tout, ce qui nous guide, c'est l'information. Alors, quand l'information elle sort, si on est mal aimé derrière, finalement, c'est pas trop notre affaire. Oui, mais si vous êtes cru. L'information est bonne, vérifiée, légitime et pertinente. La question d'être mal aimé ne me guide pas trop par rapport à mes lecteurs si on sent que l'information elle est bonne. Au sens général du terme, effectivement, je rejoins Nelly, il y a souvent des procès d'intention faits à la presse, un peu faciles. On est un peu les victimes expiatoires de beaucoup de choses. Quand ça ne va pas, on pointe du doigt les politiques, comme tu évoquais tout à l'heure, la police, les forces de l'ordre, les institutions en général, auxquelles on considère que la presse fait un peu partie des institutions, alors même que notre rôle est justement de trouver des points d'équilibre. Et c'est ce que votre thème indique, c'est-à-dire que c'est un principe de la démocratie, c'est-à-dire faire circuler l'information, permettre à des opinions d'émerger, créer des conditions sereines de débat, c'est ce qui permet à la société d'avancer. Et nous, on est convaincus de ça dans la presse quotidienne, régionale, c'est ce qui nous anime quotidiennement. Et effectivement, notre écosystème, il a beaucoup évolué. Il y a une surcharge informationnelle, on appelle ça l'infobésité dans notre jargon, c'est-à-dire que l'information, elle vient de partout et parfois de nulle part. Elle amène des phénomènes de saturation qui sont très importants et de la désinformation. Donc nous, notre rôle quotidien, ce qu'on se rappelle quotidiennement, c'est cette information de la rigueur. Pourquoi on écrit et je pense que le thème que vous avez posé résume bien ce pourquoi on est autour, c'est-à-dire c'est un principe même de vivre ensemble, qu'à un moment donné, tout le monde puisse avoir la parole et que c'est notre métier après à nous derrière de légitimer cette parole par notre travail de journaliste, c'est-à-dire on a des sources, on vérifie, on authentifie les informations qu'on a. Après, pour rebondir sur le propos introductif de Madame la maire, il y a parfois des lectures qui sont différentes. Et je dirais tant mieux. C'est la pluralité, la diversité des opinions qui permet d'avancer. Et quand le débat s'instaure, c'est là qu'on a quelque part gagné parce qu'on se parle. Et le journal est une espèce de transmetteur, de lien social, qui soit dans le papier, parce qu'on a beaucoup de lecteurs papier encore, on a beaucoup d'abonnés, et aussi le numérique qui a émergé et qui fait naître de nouvelles formes de collaboration entre nous. Et moi, on est très attaché à cette circulation de l'information. Voilà un peu le sentiment général avant de démarrer. On va revenir d'ailleurs sur le numérique, ce que ça a changé à nos métiers. En radio, Baptiste Schweizer, je crois que la radio est le média, quand il y a des enquêtes sur les rapports entre les Français et les médias, je crois que la radio reste le plus crédible, il me semble. La radio, effectivement, arrive dans les dernières études en tête. Je mettrais quand même une distance par rapport à ce sondage. Je rejoins tout à fait Régis et Nelly sur l'info de proximité, le rôle qu'on a. Je pense que vraiment, c'est apparu aussi dans des études qui ont été faites en interne à Radio France, c'est que la proximité, les gens font plus confiance à la proximité qu'à certains médias nationaux. Le journaliste qu'ils connaissent, ils voient sur le terrain, ils lui font plus confiance que quelqu'un de tout aussi compétent, mais qui viendrait, je parle de radio par exemple, de France Info, et qui découvre le territoire, qui reste 2-3 jours pour un événement et qui repart ensuite. Quand les journalistes de l'extérieur, à nouveau qui sont très compétents, j'ai pas de sujet, s'en vont, nous on est encore là et c'est là qu'on va réussir à créer du lien. Après, je crois aussi qu'il y a, et vous l'avez évoqué Nelly et Régis, quand même une forme de défiance aujourd'hui vis-à-vis des journalistes, parce que il y a, et notamment on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, j'imagine qu'on y reviendra, cette défiance qui est entretenue par des responsables politiques et qui en jouent. Et la presse fait son taf, fait son boulot pour la grande majorité bien, très bien. On est tous critiquables, il n'y a pas de, évidemment pas de problème là-dessus, mais il y a une défiance entretenue par des responsables politiques et des gens qui ont un intérêt à ce que la presse ne fasse plus son boulot et à ce que les gens ne viennent plus nous lire, nous écouter, nous regarder à la télé. Parce que derrière, et j'imagine qu'on y reviendra, il y a les réseaux sociaux, Trump qui a son propre réseau social, qui fait passer ses messages, Trump qui invite des conspirationnistes en salle de presse à la Maison-Blanche, c'est inquiétant. Je ne pense pas, Madame la maire, que vous y viendrez à vos prochains conseils municipaux, mais un jour peut-être que ça viendra en France. Non, pas du tout.
Je suis rassuré. On peut penser que ça viendra et qu'il y a déjà des choses qui émergent comme ça, où on marque la défiance. Regardez Éric Ciotti, ce qu'il a fait, par exemple, vis-à-vis de la presse. Et c'est pas que ce côté de l'échiquier politique qui joue de ça aussi, pour faire valoir les intérêts. Je pense que ce danger démocratique vient de là, et que la défiance vis-à-vis des journalistes vient de là aussi. Et puis, à un moment donné, on peut aussi se dire les choses frontalement. Je crois qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal à la presse, notamment à la télé, mais pas que. Les éditorialistes, tout d'un coup, les opinions deviennent des faits. Ça, c'est très français, en plus, d'avoir des éditorialistes partout. Pas que. Franchement, il y en a en Allemagne, il y en a quand même pas mal. Et que... on avance des opinions sans fait, c'est-à-dire ce que je vais dire, c'est un fait, alors que ce n'en est pas. Raphaël Baldos, je disais qu'avec 2 casquettes, alors il y a la casquette d'enquêteur, d'un journaliste d'investigation, là déjà il y a les menaces, mais alors qui sont peut-être plus, qui viennent plus du monde économique, c'est ça en tout cas des délégitimations. Nous déjà, Spland, on est né d'un besoin d'informations qu'on ne trouvait pas ou qu'on avait du mal à voir sortir dans la presse régionale. Donc c'est tout ce qui concerne les questions de l'agro-industrie, des atteintes à l'environnement, dans une région où, on le sait, on a une agriculture très très dynamique, mais parfois qui peut avoir certains travers. Et donc Spland est né, alors au départ c'est né de la volonté de soutenir une consoeur, Inès Léraud, qui avait été attaquée dans plusieurs enquêtes. Et donc on a créé ce média qui est financé uniquement par les dons des particuliers pour produire des enquêtes et ensuite les diffuser chez des médias partenaires. Et notamment par exemple Actu.fr, donc qui fait partie du groupe Ouest France. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apporter ces informations qu'on trouve pas forcément ailleurs, de prendre le temps d'enquêter. On bénéficie du fait de notre statut on peut avoir du temps pour enquêter, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et donc en prenant du temps et donc en mettant des moyens, on trouve des informations. Et c'est ça qui, je crois, c'est ça que, en tout cas, nos lecteurs apprécient, parce que il y a vraiment des pans d'informations qui jusqu'ici ont été un peu passés sous silence, qui sortent, et on est vraiment, c'est assez étonnant. Là récemment on a fait un appel aux dons parce que on a eu une procédure en diffamation qui a été faite par un producteur de porc du Finistère, et procédure qu'on a gagnée il y a quelques jours. Et à cette occasion-là, on a eu beaucoup de messages de soutien. Et en fait, les gens nous disent on est content que vous existiez, parce que il y a des informations qui ne sortaient pas. Oui, c'est ça, c'est un espoir aussi, c'est que les gens, ils donnent de l'argent, donc ils veulent aussi ce type de journalisme. C'est ça. Et en tant qu'animateur d'atelier, là, ce qu'on disait sur la diversité des sources, c'est en fait, c'est presque, de votre point de vue, c'est plus l'inverse, c'est ça, l'appauvrissement des sources, en fait, sur le fait que les journalistes ne sont qu'une source parmi d'autres maintenant pour la plupart des gens. Est-ce que vous avez constaté oui, ça ? c'est vrai qu'on se retrouve, ce que vous avez dit avant, on se retrouve confronté concurrencé par les réseaux, par toutes sortes de flux d'informations. Et justement, dans les ateliers qu'on anime avec Tue de Presse, l'idée, c'est de montrer, d'expliquer, de donner les outils pour comprendre comment on fabrique l'information, d'où elle vient, pourquoi il y a des règles, pourquoi on doit vérifier un certain nombre de choses, vérifier qu'il y a plusieurs sources pour une même information, par exemple, et ce que ne font pas les réseaux sociaux. Et en ayant ces outils-là,
Je pense que par exemple les enfants, parce qu'on a parlé des enfants qui ont suivi ces ateliers, ils peuvent être un peu mieux armés pour affronter l'ensemble des informations qui arrivent effectivement de partout. Alors Olivier Scaglia, si l'OFALP, le nom est très clair, Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse, a été créé, je suppose que c'est parce qu'il y avait des atteintes. D'où est-ce qu'elles venaient Non, on a fait ça parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, donc on s'est dit tiens, on va faire... Vous ennuyez, voilà, puis hop. C'est ça, ouais. Non, sérieusement, effectivement, on est... Alors, vous présentez l'OFALP en quelques mots, simplement, c'est une association qui est née fin 2023, mais peu importe, qui est née dans les travées des assises de la presse à Tours, et qui est née d'un constat partagé par différents journalistes travaillant à différents niveaux, géographiquement, hiérarchiquement, d'une espèce d'inquiétude, d'un sentiment, d'un pressentiment, d'une impression d'atteinte répétée, diffuse, parfois rampante, émanant de différentes sources, à ce qu'on appelle communément la liberté de la presse, et je ferai un distinguo tout de suite avec la liberté d'expression, qui est un autre combat, qui n'est pas tout à fait le même combat, et qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Moi, personnellement, j'ai été très frappé par cet héritage venu d'outre-Atlantique, qui se résume, il y a quelques années, qui se résumait sous une dimension sécuritaire, avec l'idée d'un continuum de sécurité, une façon, dans la science politique, d'organiser la sécurité d'un État, et qui a été transmise directement des États-Unis. Et on a vu un ministre porter atteinte frontalement à un des fondamentaux de la liberté de la presse. En l'occurrence, il s'agissait d'interdire aux journalistes de photographier des forces de l'ordre en action. Alors là, les bras m'en sont tombés. Bon, je suis un petit peu bisounours, mais les bras m'en sont tombés. Et puis quand on a commencé à en discuter entre nous, avec des gens qui avaient cette sensibilité-là, ou en tous les cas cet intérêt-là, à travers des syndicats, à travers des groupes professionnels, à travers des individualités, même des gens, on parlait d'Inès Léraud tout à l'heure, qui a été aussi victime d'un procès Bayon, on s'est dit, mais il se passe quelque chose quand même. On est entré dans une époque où il y a d'abord une désinhibition, et où, peut-être pas les journalistes, mais en tous les cas, la liberté de la presse devient une cible. Ça, mais une cible plutôt venue d'en haut. Alors, c'était plutôt ça le problème identifié à la base. Alors, venu d'en haut, vous voulez dire Dieu ou non, des gens de pouvoir, on va dire. Je ne suis pas compétent. Oui, bien sûr, mais le pouvoir, vous savez, ce qu'on identifie en tous les cas sur les questions d'atteinte à la liberté de la presse pour gagner du temps, c'est qu'elles ont des... Enfin, dans l'espèce de typologie qu'on a mis en place, on identifie effectivement un certain nombre de sources institutionnelles, privées, mais... Si on raisonne, par exemple, à l'échelle d'une locale ou de l'information locale, il y a aussi des petites atteintes à la liberté de la presse qui sont à l'œuvre et qui parlent, en fait, qui disent le nom d'un conflit d'intérêts. On n'a pas forcément intérêt à ce que cette vérité-là, ou en tous les cas cette information-là, soit sortie, soit publiée, etc. Bon, c'était... Pour reprendre le cheminement de ma pensée, je vais essayer de faire vite et de ramasser. C'est à la fois ce constat qu'on a partagé à plusieurs. On était une quinzaine de journalistes relativement traumatisés par ce qui était en train de se mettre en place. Bien plus sans doute en France, parce que tous les gens qui font ce métier se posent des questions à un moment. On a constaté que ces atteintes, elles n'étaient pas nouvelles. Moi, dans ma carrière de journaliste, j'entends parler d'une volonté délibérée, et vous allez voir qu'on fait une grande boucle, qui passe par le législateur, de porter atteinte à la protection des sources, qui est le pilier fondamental d'une information libre et autonome. Ça date pas d'hier. Bon, bref, quand on a commencé à discuter de tout ça, on s'est dit, mais il faut qu'on essaye de s'organiser. Donc, l'OFALP s'est mis en place avec ses petits bras musclés, ses petits moyens, avec l'idée simplement très simple, d'où le nom d'observatoire. Ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une confrérie, c'est un groupe de journalistes sensibles qui a décidé de recenser, d'objectiver, ça va en faire sourire certains, et de qualifier en quelque sorte les atteintes à la liberté de la presse
qui nous remontent ou que l'on capte avec nos réseaux de surveillance. Alors, un observatoire, quoi. Un observatoire, avec l'objectif de les qualifier quand même, de façon la plus rationnelle possible, et de produire, alors il y a une attente forte, un rapport qui va nous servir de point d'appui pour sortir justement de ce sentiment, de cette impression d'eux, et de pouvoir quantifier. Il va sortir L'héritage bientôt cartésien. Alors, question à 1000 €. Oui, alors ça fait déjà plusieurs mois qu'on dit oui, il arrive, et on le repousse. L'OFALP est pris. Il est en cours, quoi. Ouais. Il est en cours. Alors, concrètement, on est saisi, enfin, l'OFALP est saisi par plusieurs dizaines. J'ai du mal à donner des chiffres, mais entre 150 et 200 dossiers qui nous apparaissent sérieux. Le processus, c'est de préenquêter sur ces affaires-là, à partir de ce qui se dit, etc. Et ensuite, de mettre des enquêteurs, des journalistes, souvent des journalistes d'investigation, des journalistes qui ont du temps, ou qui en prennent, ou qui font des choix dans leur vie pour en prendre, pour établir une espèce d'évaluation de l'enquête. Et ensuite, on a une petite moulinette qui est en place. À partir d'un certain nombre de paramètres, on va ranger cette atteinte dans 17 catégories qu'on a élaborées. Oui, donc, la pire, c'est la mort. Alors en France, touchons du bois. Ceci dit, visiblement, les coups de couteau sortent assez vite. C'est encore pas les journalistes qui en ont fait les frais. Malgré tout, on voit bien qu'il y a une forme de désinhibition sur la violence. C'est un autre sujet. Je vous rappelle d'ailleurs à ce titre qu'une des journalistes régionales, c'est pas le bon exemple. Je vais revenir sur cet exemple-là après, si vous m'y autorisez. Jusqu'à des atteintes qui paraissent dérisoires. Comme par exemple, je vais parler là, de mon activité de journaliste, où à l'issue d'une très grande fête qui s'est pas passée au bon endroit, c'est pas bien, qui était illégale. Je pense à la rave party qui s'est déroulée sur l'aéroport de Quimper, Bretagne occidentale, enfin de Puyfan, voilà. Bon, il se trouve que dans le cadre de ma mission de journaliste, je suis allé faire un reportage dans toute simplicité, en toute objectivité. C'était au surlendemain. Il a fallu rentrer sur le tarmac parce qu'il y avait encore des gens qui étaient sur le tarmac. Moi, il ne m'appartient pas de dire c'est bien, c'est mal. Il s'agit d'aller à leur contact, leur dire ce que vous faites là, pourquoi, gna gna gna. Vous avez vu, il y a ça de cassé, c'est vous, pas vous. Bon. Figurez-vous qu'en rentrant sur ce territoire qui est enclos, j'ai pu rentrer, discuter, et puis je suis sorti pour aller faire des photos de la tour de contrôle. Et puis quand j'ai voulu re-rentrer en disant aux autorités qui étaient là, parce que là forcément à J+1 il y avait encore des autorités normales. Entrée interdite. Purement et simplement. Hors de la préfecture. Ça va, on n'est pas à Gaza, il n'y a pas de drame. Mais ça commence là. D'où on m'interdit d'aller au contact dans une mission de journalisme de base. Ça commence là. Moi, je ne discute pas cette décision du préfet, j'ai pas fait un scandale, voilà. Mais ça commence là. Donc ça va de là, cette petite atteinte à la liberté de la presse, au ras du gazon, au ras de la moquette, qui n'empêche pas le journal de sortir, je suis pas blessé. Peut-être un peu dans mon amour-propre, mais ça, c'est vraiment pas grave. Voilà. Jusqu'à des journalistes qui se font matraquer. Voilà. Bon, on va attendre le rapport pour connaître les 17 catégories. Vous, personnellement, en tant que journaliste, est-ce qu'il y a des pressions qui reviennent ou que vous avez identifiées même une fois, Nelly Cloarec, par exemple, à Ouest France? Vous êtes chef de rédaction, mais vos journalistes, peut-être qu'on n'ose pas s'en prendre à vous directement. Alors je suis d'abord journaliste avant d'avoir cette fonction qui est d'organiser la vie d'une rédaction. Mais je suis journaliste d'abord. Des pressions, c'est un peu, des pressions. C'est quand on travaille sur un sujet, on cherche effectivement des faits, on cherche à vérifier ces faits, on cherche plusieurs sources. Donc forcément, dans notre chemin d'enquête et de recherche d'infos, on va pouvoir tomber sur des interlocuteurs qui vont pouvoir nous dire non, surtout si vous sortez quelque chose, attention à ce que vous allez voir, etc. Des menaces un peu, quoi, quand même. Des menaces, et si vous n'avez pas intérêt de sortir quoi que ce soit, des coups de fil. Mais après, une fois qu'on a amassé
amasser nos infos qui sont vérifiées, recoupées. Voilà, on sort l'info, on sort l'article sur le site, sur le journal, et puis voilà quoi. Et ça va. Enfin, vous le faites quand même, quoi. Oui. Vous n'y cédez pas. Et il y a d'autres pressions éventuellement qu'on n'aurait pas plus diffuses, peut-être plus insidieuses. Après, c'est des pressions. On peut pas parler de pression. On est toujours dans un rapport humain. Alors là, je parle de la proximité. Effectivement, nous, on est en proximité. Il y a les relations qu'on noue avec nos interlocuteurs, quels qu'ils soient, dans toutes les sphères. Donc ça, après, c'est de l'humain. Les relations sont très différentes d'une personne à l'autre. Mais ça, après, c'est notre travail de journaliste aussi de faire la part des choses et de faire notre boulot, et de faire du contradictoire. Et puis, voilà. Donc, c'est pas des pressions, on est des êtres humains qui discutons, qui avons des interlocuteurs en plus, nous, en proximité et sur le long terme, comme je vous disais. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'info, c'est du off, c'est du on. Enfin, mais je parle pas de pression comme vous l'entendez, je pense. Régis Nescop. Pour compléter le propos de Nelly, on est dans une société qui se judiciarise de plus en plus, donc il arrive qu'on porte plainte contre nous, et ça arrive parfois, et on règle nos comptes devant les magistrats, et ça ne doit pas nous empêcher de sortir l'information, évidemment. Mais c'est un risque qu'on encourt, ce sont des pressions qui sont parfois réelles, plus ou moins diffuses. Je considère que ça fait partie du métier, ça authentifie les informations qu'on sort, c'est-à-dire si à la moindre pression, la pression un peu forte, on relâche, la personne qui va lire ce qu'on a écrit va dire finalement ça marche, c'est pas mal, ça fonctionne, on peut édulcorer un peu son info, donc ça se sait assez rapidement. Donc il faut rien lâcher en fait, encore plus dans la société dans laquelle on vit, où les pressions sont multiples, il y a des intérêts qui sont très forts, on est dans une société, je pense, qui est complexe, qui est en crise, donc on a tendance à surréagir beaucoup. Nous, c'est de trouver le juste milieu, la tempérance qui fait qu'on a envie de décrire cette info-là, mais il faut juste peut-être attendre un tout petit peu pour qu'on la vérifie encore un tout petit peu plus et qu'on sache c'est quoi le bon moment, la bonne temporalité pour sortir l'info. Mais la pression, il faut la vivre, il faut bien la vivre. On la vit collectivement dans une équipe, on discute entre nous. Ça permet de supporter la charge de la pression de manière un peu plus facile que de laisser un collègue subir des pressions, qu'elles soient téléphoniques ou qu'elles soient judiciaires, comme je viens de le dire. C'est vrai que l'accès à l'info, qui était notre propos liminaire, est de plus en plus difficile. Il y a des citadelles de communication qui se mettent en place dans toutes les institutions, avec des intérêts à ne pas vouloir faire sortir l'info. Alors pourquoi ? Pas parce qu'on ne veut pas tout dire, parce qu'on masque un peu la réalité de certaines choses, des dispositifs qui ne sont pas à l'œuvre, des choses qui ne fonctionnent pas. Donc notre rôle, c'est de dire... quand ça marche, on le dit, mais quand ça marche pas, c'est à nous de faire notre boulot, tout simplement, et d'expliquer que tel sujet, tel propos, tel discours politique n'est pas au rendez-vous. Et ça le fait. Mais cette pression-là, je trouve que c'est une bonne pression. Elle nous remet tous les matins un peu au centre du jeu en se disant rien n'est gagné. Et cette information-là, on dit tous un peu c'est un métier passion et la pression fait partie de notre quotidien. Raphaël Baldos, les journalistes de Splendid, vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, les procès Bayon, là, ça y est, ça a commencé. Ça, c'est une pression très concrète. Oui, c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent des procédures qui s'arrêtent la veille de l'audience, curieusement, parce que souvent, ce sont des procédures qui reposent sur rien du tout. Parce que quand le boulot a été bien fait par les journalistes, enquêteurs, enquêtrices, que les preuves ont été réunies, les sources ont été vérifiées, donc c'est comme Régis l'a dit, c'est vrai que c'est devant la justice que on peut nous mettre en cause et c'est tout à fait légitime et c'est important que qui que ce soit qui se sent diffamé, qui se sent importuné puisse demander des comptes et à nous d'apporter les éléments qui montrent qu'on a bien fait notre travail.
Et là, le but, ça a été de vous faire perdre un peu de temps quand même, voire de l'argent. Mais il y a une différence entre une procédure, on va dire, sincère, où il y a réellement un problème, éventuellement, dans la production de l'information, et une procédure qui a été faite uniquement pour nous nuire. Et c'est là où ça rejoint ce que disait Olivier sur les atteintes à la liberté de la presse. C'est là où, par contre, c'est pas forcément, il n'y a pas toujours des personnes bien intentionnées qui intentent des actions. Ouais, peut-être, Véronique, on peut, pour le procès Bayon, c'est une démarche qui part de l'exercice démocratique du droit et qui consiste, comme le dit Régis, à quand les gens estiment que le journaliste ou le média n'a pas fait correctement son boulot. Alors, on est très protégé en France sur les fondements de la loi de 1880, qui a déjà été attaquée. Des législateurs ont déjà tenté d'attaquer la loi de 1880, qui est très favorable aux médias. En gros, il y a 2 axes sur lesquels les journalistes peuvent être attaqués, c'est la diffamation et l'allégation. Bon, je ne suis pas en capacité de vous faire un cours de droit, mais grosso modo, c'est ça. Le procès Bayon, et je vais vous donner un petit scoop, une petite nouveauté qui vient de sortir, ça fait quelques mois. Le procès Bayon, c'est d'attaquer un média, un texte, en disant « vous, diffamation, nous considérons, nous, boîte un tel ou monsieur un tel, que vous diffamez dans cet article. » Classique, ça se défend devant la justice. Généralement, très généralement, les bons médias et les bons journalistes ou les bonnes équipes font en sorte, ont bien repéré, il y a des juristes. Dans tous les titres, il y a des poules de juristes pour éviter justement ce problème-là. Le procès Bayon, comme le disait Raphaël, c'est une technique employée. Les gens savent, je caricature, savent qu'ils vont perdre, ou à peu près. C'est quand même un juge qui va trancher, donc il y a un risque. Mais on va occuper le journaliste ou le média à instruire finalement, à construire sa défense. Pendant ce temps-là, il ne fait pas autre chose, il est calmé. Généralement, quand il est en équipe, on va dire bon, voilà. Ou quand il est tout seul en freelance, pendant qu'il instruit son dossier, il ne fait pas autre chose. Donc en gros, l'objectif réel de produire de l'information, il est atteint. De neutraliser cette production d'information, il est atteint. Bon. Et puis dissuader pour les prochaines fois aussi, quoi. Et puis, voilà. Accessoirement. Alors, on voit quelque chose apparaître, je termine là-dessus, c'est que les plaignants se sont aperçus que cette technique ne portait pas forcément leurs fruits et essayent de faire glisser la plainte sur un autre terrain judiciaire ou juridique, dans un autre champ de la loi, qui est celui de la loi du commerce, avec une autre prévention, qui est, je ne l'ai plus en tête exactement, mais en gros porter atteinte à la notoriété d'une marque, à la notoriété d'une boîte. Au secret des affaires. Ou au secret des affaires, pour contourner finalement la loi de 1880, qui est très puissante, qui est un bon outil de défense démocratique, et à laquelle les journalistes doivent des comptes. C'est pas open bar, loin s'en faut. Eh bien, les plaignants commencent à contourner ça. On voit apparaître à l'OFALP des procès dans le champ du commerce. Voilà. Là, les LuxLeaks, c'était un peu ça, je crois. Baptiste Schweizer, des pressions peut-être spécifiques à la radio ou pas? Non, à la radio, non. Je pense aux médias publics, oui. C'est-à-dire que, par exemple, alors nous, on a la chance d'avoir un gros groupe, donc des juristes, et d'être moins soumis aux procédures Bayon, etc. Même si c'est déjà arrivé, alors pas en local, mais dans ma précédente fonction à France Info, où on s'interrogeait de savoir si on avait envie d'envoyer Sybille Veil à un énième procès pour diffamation, etc. En général, la réponse était oui, désolé présidente. Et les pressions qu'on peut recevoir en local, c'était juste avant mon arrivée, où on avait sorti une info sur un cas de Covid au BBH ou un cluster au BBH. Basket. C'est le basket de Brest, qui est détenu par les mêmes propriétaires que le club de foot. C'est le hand, c'est pas le hand ou c'est le BBH, c'est le hand, pardon. Le BBH, c'est du hand et les propriétaires détiennent aussi le club de foot et avaient interdit notre journaliste pendant un temps de conférence de rédaction, voilà, de conférence de presse. Oui, ça arrive dans le foot souvent.
Et ce qui fait que derrière, quand je suis arrivé, voilà, tout le monde s'était calmé, mais néanmoins, il est arrivé qu'on se pose la question. Il y a cette info, est-ce qu'on la sort? Est-ce que ça vaut le risque qu'on se fâche? Oui, ça vaut toujours le risque de se fâcher avec des gens qui viennent tenter de vous faire taire. Alors j'exagère un peu, mais en tout cas qui sont pas contents quand vous sortez des choses qui les dérangent, et notamment sur le foot où on le sait, les enjeux financiers, etc. sont importants. Mais non, voilà, c'est ce type de pression qu'on peut recevoir. Ça ne nous empêche pas de dormir. Moi, en tout cas, ça m'empêche pas de dormir parce que c'est la vie et que j'ai un peu plus d'expérience. Il y a 20 ans, je pense à des jeunes journalistes, ça peut être impressionnant le nombre de coups de fil que j'ai pu avoir. On me dit non, mais je connais très bien Sybille Veil. Bah écoutez, très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je la connais pas plus que ça, on se salue, mais voilà. Donc c'est plus ça. Après, oui, les médias publics, il peut, pour le coup, y avoir des tentatives, je pense que pour les autres journaux c'est vrai aussi, mais de tentatives de pression de la tutelle, de l'actionnaire, donc de l'État, du ministre de la Culture qui peut passer un coup de fil. Quand j'étais à France Info, je n'ai jamais... Oui, ça arrive encore, ça. Je crois que ça arrive. Je crois aussi que ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que j'ai jamais eu le directeur ou le directeur de la rédaction qui est venu nous voir en nous disant « J'ai reçu un coup de fil, vous avez fait de la merde ». Je pense qu'il avait des coups de fil, j'en suis même persuadé, il ne les répercutait pas, il assumait, et jamais on a été empêché de dire des choses. Après, évidemment, si on a dit des bêtises, ce qui peut arriver, on est tous faillibles, même dans ce cas-là, évidemment, on est responsable de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dit à l'antenne. Donc, on l'assume derrière, et s'il faut rétropédaler, on rétropédale, ce qui est heureusement pas la majorité des cas. Et pour l'instant, Radio France n'a pas encore été dissoute. Non, pas encore. Pas encore. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Il faut sachant qu'on va aborder l'aspect... C'est toujours la première question la plus difficile. Il faut s'approcher, je crois, parce que le fil n'est plus assez long. Ouais, je vais poser une question un peu polémique, mais vous parliez effectivement de tout ce qui concerne les pressions diverses et variées que vous avez. On ne peut pas se cacher dans notre petit doigt aujourd'hui à la question des grands groupes qui sont derrière. Je pense à Bolloré, je pense à des éditoriaux qu'on a vus récemment dans certains journaux qui effectivement donnent aussi une certaine couleur. Je voulais savoir si ça, quand on est... Alors je crois que c'est pas le cas pour vos journaux, mais quand on est actionnaire ou quand on participe à une grande holding, est-ce que la pression que vous évoquiez tout à l'heure sur les coups de fil qui ne sont pas répercutés, est-ce que malgré tout, il y a une coloration ou en tout cas il y a parfois une pression sur laquelle on ne peut pas résister parce que c'est une commande à un moment de traiter quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr pour ce qui concerne les médias publics et la radio, c'est qu'il y a une partie aujourd'hui de l'espace médiatique qui nous prend pour cible. Clairement, le C8 avait, c'était assez cocasse comme chroniqueur, un des anciens directeurs de France Bleu, qui a passé son temps à cracher sur les médias publics pour nous décrédibiliser. Ce que je disais au début, c'est pas pour nous faire taire, c'est pour nous décrédibiliser. Regardez, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. La vérité n'est pas là. Et c'est ça l'enjeu, évidemment, que les grands groupes, pour le coup, on vend pas de pub, les moyens de pression existent, mais sont quand même peut-être plus légers. Mais derrière, oui, il y avait une tentative de déstabilisation et de décrédibilisation de notamment la radio, mais pas que, de France Télé, évidemment, aussi, avec Hanouna qui voulait lancer, je sais plus quoi, parodie ou contre-complément d'enquête quand les journalistes se sont intéressés à lui. Ouais. Le Télégramme ou Ouest France, vous avez quand même des annonceurs. Est-ce que ça, c'est une pression que vous sentez ou pas, Régis Nescop? On vit pas dans notre bulle. Évidemment qu'on est captif de tout ce qui se passe, mais néanmoins, c'est l'information qui nous guide. Parfois, on mesure les intérêts, évidemment, les conséquences d'une information qui peut sortir et qui peut affecter un groupe, une entreprise. Oui, c'est pas agréable. Mais puis vous avez des filiales aussi au Télégramme. Alors, oui, est-ce que ça crée un peu d'éditorial surnuméraire parfois sur des pages, quoi, ou... Non. Il n'y a pas de volonté. En tout cas, j'ai pas de coup de fil à la rédaction pour me dire il faut que tu colores ton papier de telle couleur parce que c'est ça la doxa de l'entreprise. Absolument pas. Mais néanmoins, on sait très bien qu'il y a un lien de cause à effet. On a des régies publicitaires. On sait que
que comment dirais-je, les engagements financiers dans la publicité ont baissé beaucoup, ce qui a déstabilisé d'ailleurs notre économie. Ça, on n'est pas, comme je dis, on n'est pas dans notre tour d'ivoire de journaliste à pas comprendre comment marche une entreprise. Mais si l'information elle est sourcée, que c'est une information, elle sort. Et on prévient, on appelle, on ne balance pas une information comme une grenade dégoupillée qui va arriver. On mesure les conséquences de cette information, mais elle passe. Oui, je pensais plus à l'inverse, des informations qui seraient traitées parce que ça pourrait faire plaisir à un annonceur ou qui ne seraient pas forcément très intéressantes. Je pensais plus à ça, moi. Non, nous, dans la presse quotidienne régionale, on est très, très quelque part, peut-être inconsciemment, promoteur du territoire dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'on a envie de montrer aussi les belles choses du territoire. Il y a beaucoup de belles énergies qui sont à l'œuvre. Alors, peut-être qu'on colore des fois un peu trop. Une entreprise qui réussit, on est très satisfait de le montrer. Des gens qui font des choses magnifiques, on le dit aussi. C'est dans notre périmètre à nous. C'est ce rapport de proximité qu'on a avec les gens. Dans la PQR, on fait un peu de la couture, en fait. C'est des gens qu'on rencontre, c'est de la micro-locale, mais au sens noble du terme. Et on vit avec eux, quasi quotidiennement. Donc ça nous rapproche forcément. Peut-être que ça infuse un peu la manière dont on pense, certainement, parce que la plupart d'entre nous, on vit aussi dans le territoire dans lequel on travaille. Donc quelque part, on est aussi imprégné de toute cette culture du territoire. Mais sur le fondamental de l'info, non, on ne bouge pas, on ne transige pas. Et puis, si je peux me permettre, pardon, je rejoins ce que tu dis. En radio, on a par exemple des partenariats avec des festivals. Des festivals nous ont quittés il y a quelques années. Je pense aux Vieilles Charrues qui sont partis sur RTL. Le directeur n'était pas très content. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais j'aurais pas été très content non plus. Ce qui n'empêche que journalistiquement, les Vieilles Charrues, on ne peut pas ne pas les traiter. Et donc, derrière, oui, les partenariats. Ce que j'ai l'habitude de dire quand on vient me dire « mais on est partenaire », je dis « oui, mais les partenariats n'engagent pas la rédaction. On va le traiter si ça a un intérêt, on ne le traitera pas si ça n'a pas d'intérêt à nos yeux. » Ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas présent ailleurs à l'antenne, à travers des espaces promotionnels, à travers des jeux où on offre des places, etc. Mais en tout cas, pour la rédaction, les partenariats, je pense que c'est pareil chez tout le monde, n'engagent pas les journalistes. L'OFALP a recensé des pressions économiques particulières ou des actionnaires qui appellent? Parce qu'il y a quand même des actionnaires là, qui ont des projets éditoriaux très clairs maintenant. Alors, est-ce que ça sort, ça non. Je ne suis pas sûr de comprendre la question. En fait, l'OFALP... par exemple, est-ce qu'il y a des journalistes du groupe Bolloré ou je ne sais pas, de Pierre-Édouard Stérin qui se sont manifestés pour se plaindre ou pour dire... Alors oui. Ah oui, ça, très clairement. Il y a dans les plusieurs dizaines d'atteintes à la liberté de la presse alléguées, puisqu'elles ne sont pas encore toutes instruites, des journalistes du JDD, des journalistes de... Oui, bien sûr. Effectivement, la reconfiguration du paysage médiatique ne peut pas faire l'économie d'une analyse à travers laquelle on lit un projet politique. Juste, Allô la Terre, c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'étais en sciences politiques et en sciences de l'information. On parlait de Rupert Murdoch à l'époque. Il y a eu Berlusconi après, il y a un ensemble de voilà. Alors, ce qui veut bien dire, encore une fois, qu'il y a un enjeu autour de l'information. Et pour moi, la raison du combat, c'est qu'elle est là. C'est-à-dire si les forces d'argent, l'intérêt politique manifestent un intérêt autour de l'information, c'est quand même qu'il y a un enjeu. Alors, pas besoin d'avoir fait beaucoup de sciences politiques pour comprendre que la libre circulation de l'information, c'est un des piliers du fonctionnement démocratique. On peut s'en sortir les grands mots, etc. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu là-dessus. Et c'est vrai que cette reconfiguration du paysage, elle dit des choses. Et effectivement, ça remonte à l'OFALP. Bon. Je profite du micro pour effectivement, tout à l'heure, on parlait de l'origine des différentes sources des atteintes à la liberté de la presse, on identifie à peu près les institutions, etc. Ce qu'on constate, et ce que je dis d'ailleurs aux étudiants avec lesquels je travaillais encore il n'y a pas très longtemps comme enseignant associé,
les dispositifs de communication, j'aime bien l'expression de citadelle de communication, les dispositifs de communication, quelle que soit l'institution, je fais aussi partie d'associations. Et j'ai aussi un rapport schizophrénique avec les médias en tant qu'acteur, en tant que source. Donc je vois à peu près comment ça se passe. Les dispositifs de communication qui sont mis à l'œuvre, auxquels les journalistes sont confrontés, sont de plus en plus élaborés, de plus en plus puissants et demandent un travail, je dirais, éreintant pour les journalistes. C'est-à-dire que vous vous adressez à la moindre entreprise ici, dans le pays de Cornouailles. Il y a généralement, alors le réflexe, très à la mode, c'est de faire appel à une boîte de com extérieure. Pour avoir un chiffre, il faut passer par un circuit qui devient presque délirant. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est les jeux, c'est comme ça, hein, pauvre Lucette. Être journaliste, c'est pas seulement arriver, on vous donne l'info parce que vous avez une carte de presse ou parce que vous portez un autocollant d'un titre ou un autre. Bon, ça veut dire qu'il faut redoubler de pugnacité parfois, voilà, et de sens critique. C'est-à-dire être en capacité, et dans être en capacité, il y a probablement plusieurs choses, on le constate à travers les cas qu'on examine à l'OFALP, c'est souvent une histoire de temps, de moyens, de disposition mentale presque d'équipe rédactionnelle. Mais c'est aussi une pression, ça. Pour pouvoir aller, bien sûr, pour pouvoir aller chercher cette info qui ne va pas tomber simplement. Dans l'exercice quotidien d'un journaliste, c'est des choses qui apparaissent qui, il y a 10 ans, n'existaient pas. Des citadelles de communication. On va aborder cette question de l'évolution du métier, mais il y a d'abord, je crois, une question d'une auditrice, puisque nous sommes en live avec la mission locale du Pays de Cornouailles. Merci beaucoup. Du coup, vous m'avez coupé la parole parce que j'allais rappeler qu'on était effectivement en live, d'où les caméras sur Twitch. Donc en fait, on a des viewers qui sont sur le chat actuellement et qui posent des questions. Et l'une d'entre elles, c'est on a l'impression qu'il n'y a que la communication négative. Comment améliorer ça et amener une communication positive ? Ainsi que quelle est la différence entre information et communication ? Alors, vaste sujet. Pour ce qui est de la communication positive, je propose qu'on réponde un peu plus tard, à comment plutôt peut-être reconquérir les publics. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou si c'est peut-être le journalisme de solution, peut-être. Par contre, sur quelqu'un veut donner une différence entre information et communication, parce qu'on était un peu sur le sujet finalement là, les boîtes de com qui font barrage. C'est très simple. La communication, c'est pour vendre quelque chose. C'est une information pour vendre. Je devrais pas dire information. C'est pour vendre quelque chose. C'est un message pour vendre quelque chose. L'information, c'est juste un message. C'est juste une information pour raconter ce qui se passe. Donc pour vendre vraiment au sens financier, mercantile du Absolument. terme, on est d'accord. Parce que le journaliste de solution, justement, puisque c'est peut-être le sens de la question de cette auditrice, qui me paraît être un journaliste tout à fait légitime, donc là, il ne s'agit pas de vendre, on est d'accord. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi ça ? La solution, c'est plutôt de proposer j'essaye de trouver un synonyme pour pas dire solution, mais bah oui. Des idées, des bonnes idées. C'est aussi de parler des trains qui arrivent à l'heure, alors que en général, en fait, ça marche pas tellement. Non, ça marche pas, c'est clair. Les lecteurs, les téléspectateurs, c'est pas ça qui les intéresse. C'est de comprendre pourquoi tel train n'est pas arrivé à l'heure et pourquoi. C'est plutôt les trains qui arrivent en avance. On peut aussi dire ça. Parce qu'en fait, c'est aussi montrer des idées originales, innovantes et qui fonctionnent. Mais si. Non. mais oui, par contre, c'est aussi le journalisme de solution, c'est de proposer des méthodologies, des perspectives, notamment en regardant ce qui se passe ailleurs, pour peut-être sortir de l'ornière et percevoir un problème complètement différemment. À mon sens, c'est ça le journalisme de solution. Oui. C'est un peu les sujets qu'on appelle les sujets evergreen, c'est-à-dire qu'ils sont toujours bons, c'est-à-dire qu'ils ressortent. Oui. C'est-à-dire que c'est des sujets qui vont durer sur une question précise. Par exemple, il peut y avoir des problèmes d'accès au logement, des problèmes de trouver l'accès à la santé. On va à un moment donné répertorier un certain nombre de choses qui existent. Et les choses ne bougent pas du jour au lendemain. Donc ce sont des sujets qui peuvent remonter régulièrement et qui vont servir au lecteur. C'est-à-dire à un moment, on va considérer que une question va traverser un peu le territoire ou la ville dans laquelle on est. Et ce sujet-là, on va le remonter parce qu'on sent qu'il y a une attente. Il y a une attente pourquoi ? Parce qu'on a des oreilles, on écoute.
on écoute un peu ce qui se passe autour de nous, on regarde un peu les sujets sur lesquels on est interpellé. Et ces sujets-là, ils sont de ce qu'on appelle les sujets de longue traîne aussi, qui durent. Donc on est proche du journalisme de solution où notre lecteur, notre abonné, il va pouvoir, dans la masse d'informations qu'on traite, retrouver ça très très vite. Parce que ça a une durée de vie plus longue et on va donner un certain nombre d'informations et on calibre ces sujets pour qu'ils durent. Mais ça, c'est presque du journalisme de service, non? C'est ça? On est dans le serviciel complètement. Dans un journal de proximité, on est là pour guider les lecteurs. On sort de l'information, mais on est aussi là pour montrer toute la diversité de ce qu'ils peuvent faire dans le terrain culturel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir, patrimoniales. Surtout dans le Finistère. Surtout dans le Finistère. Il y a une richesse qui voilà, on sait très bien que la Bretagne est très courtisée. On risque d'avoir encore beaucoup de touristes cet été et on le sait bien. Moi, je suis surpris de la vitalité, du nombre de manifestations qui sont organisées dans le territoire. On pensait que l'agenda était plein. Il n'est jamais plein. On trouve toujours des gens pour se mobiliser, se fédérer. Je trouve que ça dit beaucoup du territoire dans lequel on vit et ça continue. Et ces belles initiatives, on est là pour les relayer aussi. Et de temps en temps, c'est bien aussi de montrer cet aspect positif des choses. Et on est là pour essayer de fédérer les gens. Et ces moments-là, ils passent par nous, mais c'est surtout au service des lecteurs. Alors ça m'amène quand même au sujet que je voulais qu'on aborde sur la façon dont nos métiers ont changé. Avec le numérique, on va prononcer le mot, et notamment ces algorithmes qui ne jouent pas toujours en faveur du positif, justement. Quelqu'un veut répondre là-dessus, sur est-ce que la façon dont le numérique a changé vos façons de travailler? Et je pense qu'il l'a fait, hein, voilà. Nelly Clorec. Déjà, le numérique a changé la temporalité, de l'info et a changé nos organisations quotidienne. Quand j'ai commencé à travailler en PQR, il n'y avait qu'un journal papier, donc c'est-à-dire qu'on rendait compte, on annonçait ou on rendait compte le lendemain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a une information, sinon on est sur du chaud, on fait un premier temps 1 de l'information et puis après on va l'expliquer, la décrypter, prendre un peu plus de hauteur. Mais effectivement, il y a cette notion de rapport au temps qui a énormément changé. Alors, vous faites un peu de la radio maintenant, quoi. En fait, tous les médias se sont effectivement rapprochés dans leur traitement de l'info. Effectivement, puisqu'on a tous des plateformes numériques. Et voilà, donc effectivement, nos métiers se sont rapprochés. Donc ce temps de l'info qui a énormément changé, ça pose la question de comment on vérifie l'info. Il faut prendre malgré tout le temps de vérifier l'info. Et voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont hyper importantes aujourd'hui. Et effectivement, je ne fais plus du tout, mon quotidien n'est plus du tout celui que j'avais quand j'ai commencé à travailler, c'est sûr. Oui, c'est vrai, je rejoins Nelly, mais néanmoins, les GAFA, Google nous obligent et nous imposent. C'est-à-dire que l'audience passe obligatoirement par ces plateformes. Donc on répond à des algorithmes. C'est nouveau, c'est arrivé dans notre métier. On nous explique comment faire des titres qui vont être mieux identifiés. Un peu putaclic parfois, si je puis me permettre. Ça dépend dans quel support et comment on le fait. Je dis pas que c'est vous à la rédac à Quimper. Non, mais c'est un fait qui est réel, c'est que est arrivé dans nos métiers une obligation d'avoir cette dimension à la plateforme qui est devenue indispensable pour être référencé, audiencé, avoir de l'audience et derrière de la conversion. Il y a eu ce débat sur les droits voisins qui était que les plateformes utilisaient nos propres contenus pour fonctionner. Donc on leur a dit, écoutez, c'est quand même beaucoup de journalistes qui travaillent derrière, hein, c'est de la ressource, c'est de l'argent. Donc la profession s'est liguée pour imposer, non, le terme n'est pas là, pour négocier, parce qu'on a du mal à imposer quoi que ce soit aux GAFA, qui payent ce qu'on appelle les droits voisins pour exploiter nos propres formats. Mais vous voyez, on est dans un jeu de bras de fer permanent avec ces plateformes qui nous imposent énormément de choses. Et ça a complètement révolutionné, au-delà de la temporalité de l'info, où on s'adresse à d'autres publics parfois sur les téléphones.
mais ça a bougé complètement l'économie de la manière dont on passe une information, et ils sont devenus incontournables pour l'instant. Alors, à ce plan, Raphaël Baldo, c'est un peu l'inverse. Enfin, il n'existerait pas ce média s'il n'y avait pas le numérique, même si vous vous mettez à faire de l'écrit, du papier, je veux dire, maintenant. Oui, c'est vrai que le papier n'est pas arrivé tout de suite. Aujourd'hui, toutes nos enquêtes sont éditées dans des livrets format papier qui sont vendus en fait dans les endroits où nous sommes présents. Ça pourrait être le cas par exemple ce soir. Et c'est des livrets qui ont un grand succès, mais ça reste marginal en fait dans notre chiffre d'affaires. C'est surtout les dons en fait. Là, on est une finance, association. Et oui, c'est les dons. Parce que, en fait, quand après, on sort nos enquêtes avec des médias partenaires, que ce soit Mediapart, j'ai cité l'Actu, Basta, etc., eux nous payent la pige, en fait, mais ça ne représente pas grand-chose. C'est vraiment les dons des particuliers. Et aussi, c'est ce que je pensais à ça par rapport à la précédente question, on se refuse toute subvention. Pour pas justement avoir de pression, ou en tout cas essayer d'en avoir moins. Et également pour les dons des particuliers, on a limité le don maximal pour pas que non plus quelqu'un, par exemple un chef d'entreprise qui peut avoir beaucoup d'argent, puisse se dire tiens, je vais faire un gros don comme ça, j'aurai un peu d'influence. Donc ça, on a bloqué ça. Il y a une autre opportunité pour vous. J'imagine que le numérique vous a permis de faire ce qu'on appelle du data journalisme, c'est-à-dire d'avoir accès à plein de données auxquelles on avait difficilement accès avant. Pour vos enquêtes, ça doit quand même être aussi une chance. C'est vraiment, c'est une grande chance. C'est un gros travail aussi. On a souvent affaire à des quantités de données très importantes et il faut parfois faire preuve de beaucoup de méthodes et d'intelligence pour pouvoir les traiter. Je pense par exemple on a traité les données qui concernent les subventions aux agriculteurs. Donc vous savez que les agriculteurs, on touche la PAC, donc les subventions de la politique agricole commune. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il était très difficile de savoir pour un propriétaire qui pouvait avoir plusieurs exploitations. Eh bien, c'était très compliqué de synthétiser, de savoir exactement sur l'ensemble des exploitations combien il y avait eu de subventions. Ça, c'est un exemple pour dire que voilà, on a fait travailler un data journaliste. Ouais, mais il faut des compétences spécifiques, voilà. Ça c'est clair. Ouais. Ouais. Et parce qu'il y avait, ça peut permettre de donner de nouvelles informations. Mais c'est vrai que les données, quand je parlais tout à l'heure du temps qu'on a pour travailler, c'est aussi, ça permet de traiter ce type de données qui par essence souvent sont dans des tableaux Excel et c'est pas très agréable à lire, surtout pour des journalistes qui sont plutôt des littéraires généralement. Donc voilà, on a besoin d'être bien entouré, d'avoir des gens qui aiment mettre le nez dans les chiffres et toutes ces données pour en tirer quelque chose de vraiment intéressant. Mais il y en a. Et Baptiste Schweizer, la radio se met à faire de l'écrit. Voilà. Oh bah oui, bien sûr. Et l'image et tout ça. Heureusement, mais je pense que c'est un peu comme en presse écrite. On avait une temporalité différente, même en radio, où on se gardait des sujets pour la matinale, qui est notre temps fort, notre prime time, et où désormais, le sujet va peut-être être diffusé en radio le matin, mais on va faire du web first, donc le sortir, pourquoi pas à 17h ou à 19h, même si l'info ne sera donnée à la radio que le matin. Ça, c'est devenu quotidien. Il y a des infos qu'on se garde comme partout pour le matin, je pense comme en presse écrite, ou un scoop, vous allez peut-être pas le mettre sur le web le soir, mais globalement, vous êtes aussi web first désormais. Oui, on a les mêmes stratégies de publication, c'est à quel moment l'information est la plus pertinente à sortir.
On vit dans un écosystème aussi de concurrence, donc il faut essayer d'avoir le lead sur l'information. On a parlé d'intelligence tout à l'heure, intelligence collective, mais il y a l'intelligence artificielle aussi qui arrive dans nos métiers. Oui, j'ai pas trop osé le mettre au sommaire parce que c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi. Les métiers du journalisme n'échappent pas à l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. On est face à des évolutions qui vont être très très fortes dans nos métiers. On n'en mesure pas encore les effets, mais déjà... ça arrive tout doucement. Une IA peut faire de la radio sans problème. Hein. Vous lui mettez des petits documents et elle vous fait 2 voix super naturelles et une petite chronique là, de 5 minutes. C'est impeccable. On a essayé, même avec la voix de Nicolas Demorand, on lui a fait raconter n'importe quoi, ce pauvre Nicolas, mais ça fonctionne très bien. Et si ce n'est que le propos était décousu, la voix était bluffante. Je voulais revenir sur ce que tu disais, Nelly. Pardon. Concernant aussi l'accélération de l'information et de toutes les informations qui viennent de plus en plus vite. Ça, c'était ma précédente casquette à France Info, où justement France Info, première chaîne d'infos en continu créée en France, et on a été confronté à ça. Et à un moment donné, il y a eu cette course à aller encore plus vite jusqu'à arriver à finalement reprendre les infos des autres, avoir des infos plus très crédibles à l'antenne, à dire pas toujours la même chose. Et à la suite des attentats du 13 novembre 2015, il y a eu cette réflexion qui a été menée collectivement et on a créé, j'ai participé à ça et c'était passionnant, l'agence interne de France Info, où on s'est dit, maintenant, cette agence va vérifier les infos, alors pas toute seule, mais avec l'aide des services de France Info, notamment sur tout ce qui est police-justice. Et on va accepter de perdre du temps. On va accepter que des chaînes d'infos en continu, concurrentes, qui bossent très bien, aillent plus vite que nous. C'est pas grave, mais nous, on sait que quand on donnera l'info, on saura d'où elle vient, on saura les sources, et si on se plante, on saura expliquer pourquoi on s'est planté, plutôt que dire « Ah ben non, c'est BFM TV, et puis on a repris BFM, et c'est eux qui se sont gourés. » Et c'était un travail culturel important à France Info, où tout d'un coup, on dit... Non, c'est pas grave, on sera peut-être pas les premiers, ce n'est pas grave. Alors que, logiquement, on se dit, France Info doit être le premier. Et premier sur l'info, de mémoire, c'était un des vieux slogans. Maintenant, le slogan, c'est pas juste de l'info, l'info juste. Et ce travail-là est également mené en radio locale, où les principes, la charte de l'agence a été est désormais appliquée. On reprend plus les infos des confrères du Télec de Ouest France, on les vérifie, en revanche, on les source. On va dire, Ouest France a sorti telle info que ici, Brésil a confirmé. Ça ne veut pas dire qu'on pensait que votre info était fausse, ça veut dire on a vérifié de notre côté, on est sûr de ce qu'on raconte, mais vous avez sorti l'info, évidemment, on vous le crédite. Et ça permet aussi au lecteur de voir d'où vient l'info. Je crois que c'est important quand on parle d'enjeux démocratiques, de fabrique de l'info, etc. D'où vient l'information qu'on propose au lecteur. Eh bien, le lecteur, il sait, ou l'auditeur, je pense au web, le lecteur, il va voir le cheminement de vérification de l'info. On a appris que machin a été interpellé, a appris ici Brésil du côté du parquet confirmant une information du Télégramme, quoi. Olivier Scaglia, est-ce que l'OFALP se saisit spécifiquement de la question numérique ou c'est dans l'ensemble des remontées est-ce qu'il y a vraiment se saisir de la question numérique, notamment des algorithmes et des IA. L'entonnoir est large là, Véronique, mais c'est un outil qui va très clairement dans nos méthodologies, etc. Mais je sais pas, à année, je serai peut-être mort, va servir et va faire, parce qu'effectivement, il faut traiter de la donnée, faut des protocoles qui sont systématisés par l'aide de l'informatique, de l'intelligence artificielle sur la mise en œuvre en back-office, j'ai envie de dire, ça évidemment. Comme outil. Ensuite, voilà. Ensuite, sur des questions d'atteinte, ouais, voilà, c'est ça. À cause de l'IA, je crois pas que le champ de réflexion soit ouvert. Il faudrait peut-être l'ouvrir là-dessus. Ou à cause des algorithmes, ou à cause des exigences, comme on disait tout à l'heure, de titraille. Ce dont on s'aperçoit à l'OFALP dans un certain nombre de cas, c'est très schématique. C'est trop schématique, sans doute, mais c'est pour faciliter la compréhension. C'est qu'il y a d'abord, je rappelle, un grand renversement historique et une disparition, ou en tous les cas une discussion de leadership que portaient les mass médias. Un média parle à la foule.
et on s'est inversé. Et là, c'est une horizontalisation, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, etc., etc. Ce qui rebat complètement les cartes et ce qui vient disputer le leadership de celui qui délivrait l'information. Ça a démarré il y a longtemps. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien avoir en tête, je crois. C'est un peu un des fondamentaux pour moi. La deuxième chose que je voulais rebondir, je vais essayer de reboucler avec votre question après, sur la question je pense aux parents d'élèves qui sont et aux démarches d'éducation, enfin aux démarches, aux approches pédagogiques sur l'éducation aux médias. Je suis assez surpris par la question, mais il n'y a pas de question stupide. Ça veut dire qu'il y a un trouble qui est entretenu entre information et communication. Je crois que s'il y a une chose à bien retenir, pardon de revenir là-dessus, mais je vais boucler sur la question des sources, c'est le distinguo fondamental entre information et communication. Comme le disait un peu en rigolant, mais que Raphaël, en disant la com, ça a quelque chose à vendre. Oui, typiquement, la communication, c'est une stratégie mise en œuvre pour manipuler, en tous les cas, pour déclencher un comportement. Donc ça va de la communication sur la consommation, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'information, c'est théoriquement pas l'objet. Et le distinguo, si ma gamine de 18 ans a parfois du mal à le faire, il n'est pas fait, panique sur le 16, pour reprendre une vieille expression, je pense. Ça appelle une autre question qu'on a déjà discutée. Qui parle ? Demandez à vos gamins ou à vos proches, cette information, tu me la répercutes, elle vient d'où ? Le tuyau dans lequel elle est passée, mais qui est à l'origine au départ ? Rien qu'avoir cette démarche, c'est le début du sens critique et de la capacité à remettre en perspective le truc qu'on me met devant moi. Je l'accepte pas. Ça, c'est plus notre problème, nous, après. Voilà, c'est la première chose. Et il y a une deuxième question fondamentale, c'est quel est l'intérêt à ce que cette information, elle tombe à ce moment-là ? Il n'y en a peut-être pas, c'est peut-être objectif. Oui, les journalistes sont là pour parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est une rupture du fonctionnement normal de la société. C'était ça le job au départ. Les almanachs au départ, il y a Madame Machin qui s'est blé. Voilà. Donc les fondamentaux du métier, ils sont là-dedans. Donc ces trois questions-là, je pense qu'elles sont déjà essentielles pour peut-être commencer à s'échapper des grosses mécaniques qui sont mises en place. Et je pense notamment, moi quand je regarde autour de moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ouais, sauf que les réseaux sociaux, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Voilà. Il n'y a pas des plaintes des journalistes sur le fait que les réseaux sociaux imposent des agendas médiatiques. En plus, c'est pareil, c'est scientifiquement prouvé. Maintenant, on le sait, que les réseaux sociaux comme Twitter ont imposé des agendas médiatiques, des calendriers. Ça, ils ne se plaignent pas, ça Alors, c'est rigolo, cette question. Alors, l'imposition d'agenda médiatique, je ne crois pas, parce que la démarche d'imposer un agenda médiatique, c'est un outil de communicant, d'une mairie jusqu'à une entreprise ou un gouvernement, de prendre la main sur l'agenda médiatique. On va parler de ça maintenant. C'est aussi difficile pour les rédactions. Voilà. Sur la question de plainte, par contre, pour te répondre, Véronique, tout de suite, là, j'étais en train de traiter une fiche cette nuit sur des journalistes d'un média indépendant qui se plaignent. Alors là, pareil, les bras m'en tombent. Qui se plaignent parce qu'ils ont été, interdits de TikTok. On est saisi pour une atteinte à la liberté de la presse. Ok, ça paraît légitime, c'est un relais d'information. Et là, je me dis... C'est TikTok qui les interdit ou c'est la rédaction en chef ? Non, c'est TikTok pardon de les citer, je suis un peu trop spontané dans ma démarche, mais voilà, il y a un réseau social et le média se plaint. Oui, mais d'où ce réseau social a une obligation de service public, etc. C'est un lieu privé, on l'oublie, c'est sûr. Donc on a des situations qui sont, j'allais dire, pires que le problème, qui surgissent. Mais bon, voilà, c'est maintenant, ça existe, c'est comme ça. C'est une réalité, de fonctionnement médiatique, du réseau de médias. Alors, je voudrais qu'on termine sur la question quand même de comment est-ce qu'on peut essayer les médias classiques entre guillemets comment est-ce qu'on peut essayer de reconquérir les publics qui s'échappent ou qui se sont déjà échappés ou les empêcher de s'échapper. Est-ce que vous avez des idées sur cette question je sais, c'est une question piège. Nelly Cloarec ne veut pas répondre. Non ? Comme dans beaucoup de questions de société, par l'éducation.
On démarre très tôt à montrer l'intérêt de lire la presse, à devenir citoyen, à s'informer, et ça démarre à l'école. Et il y a un moment, on faisait beaucoup de classe presse, on le fait beaucoup moins, par manque de temps sans doute. On met pas peut-être assez les pieds dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, mais je pense que l'éducation à la presse, elle démarre très très tôt. Et c'est un mouvement qui doit être collectif, qui ne doit pas venir que d'un seul support. Et c'est surtout montrer l'intérêt de... Enfin, ça rejoint le propos de départ, c'est que c'est un des fondamentaux de la démocratie. C'est-à-dire que quand la presse fonctionne bien, qu'il y a une belle vitalité, c'est-à-dire que la société dans laquelle on vit fonctionne plutôt pas mal. Mais ça, on a besoin de sensibiliser les jeunes générations. Moi, je suis souvent surpris pour avoir fait quelques sujets en université, parfois pas avec des premières années, mais des 2e, 3e années, de voir le peu de support de presse qu'ils utilisaient et la faiblesse de leur, de leur niveau d'information et de leur confusion entre le réseau, ce que c'est un support d'information, comment elle est traitée, pourquoi la lire. Voilà, c'est ça, mais je pense que c'est par l'école. C'est par l'école et puis par nous aussi à se montrer convaincants dans nos sujets, dans la volonté de faire des citoyens informés, éclairés et qui participent pleinement aux nombreux débats qui ne manquent pas de surgir partout en ce moment et de savoir quand ils arrivent à mettre leur bulletin de vote, quand ils deviennent parents, quand ils sont responsables associatifs, d'avoir ce discernement, cette information-là qui permet de nourrir beaucoup, beaucoup de choses. Mais je pense que ça passera par l'école. Louis Clorec, vous êtes d'accord? Vous complétez? Oui, je suis d'accord et je complète. Effectivement, la question de qui parle est hyper importante. Et je pense qu'il est nécessaire de dire voilà, vraiment qui nous sommes, comment on travaille, d'expliquer notre métier, d'ouvrir un peu nos rédactions, d'ouvrir les coulisses, parce que effectivement, je me rends compte que effectivement notre façon de travailler, y compris là en proximité, est peu connue ou mal connue ou méconnue. Et donc il y a, je pense, ce travail de connaissance et d'ouvrir les portes, d'accueillir les gens, d'accueillir leurs questions, qui peut porter ses fruits. Alors c'est l'école, mais c'est pas forcément que l'école. Effectivement, c'est les parents, ceux qui nous lisent, ceux qui nous lisent pas, d'expliquer qui on est, comment on travaille, de faire œuvre de pédagogie. Voilà, c'est peut-être pas forcément facile parce qu'encore une fois, on fait un métier où on fait parler les autres, et là, il s'agit de dire qui on est et comment on bosse. Mais ça, je pense que c'est hyper important aussi. Je rejoins complètement les propos de Nelly et Régis. L'éducation aux médias, elle est vraiment essentielle dans la mesure où, en plus, les médias s'éloignent du public, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup moins de kiosques, par exemple, où on trouve de la presse. Il faut parfois aller jusqu'à la gare pour pouvoir trouver le magazine que l'on cherche. Il y a beaucoup moins de points de vente. Donc il y a aussi des raisons économiques derrière, mais il y a aussi des choix qui ont été faits. Et donc plus on permet aux gens de comprendre comment on travaille, quels sont nos outils, quelle est notre déontologie, on parvient je crois, à redonner de l'intérêt dans la formation. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas forcément à aller dans toutes les écoles, dans toutes les médiathèques. Le ministère de la Culture a fait beaucoup après les attentats du Bataclan, notamment, pour soutenir l'éducation aux médias. Aujourd'hui, on est un petit peu dans les crédits régressent, dans le reflux. Mais alors je pense qu'il faut que ça peut aussi venir d'initiatives privées. Il n'y a pas que le public, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là.
Et souvent, là je vous donnerai une anecdote, là j'ai accompagné des lycéens dans un lycée professionnel sur un atelier radio. Ils sont très éloignés de l'information, de la presse, et quand on les a emmenés visiter un studio radio, et ben là ils étaient vraiment enthousiastes et ils avaient envie du coup ils se sont mis à faire leur lancement parce qu'ils avaient leur lancement qui n'était pas encore fait, et là dans le studio, donc les lancements, pour expliquer, c'est le petit texte qu'on dit avant de diffuser le reportage, et donc ils se sont vraiment pris au jeu. Donc, alors qu'ils n'écoutent même pas la radio, mais bon, ça c'est... Voilà. Donc, c'était à Radio Bois à Quimperlé. C'est pour donner un peu d'espoir. Ouais. Et la radio, alors ici, Brésisel fait peut-être pas d'atelier, mais vous faites visiter la radio. Si, on fait visiter vous faites la des radio, ateliers. et il arrive qu'on aille dans des écoles qui nous convient, et on le fait toujours avec plaisir quand l'emploi du temps est possible. Moi, je rêve d'un truc, mais j'arrive pas à convaincre la rédaction. Je rêve qu'une fois, de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, on fasse notre conférence de rédaction diffusée sur Twitch, pour que les gens viennent regarder comment on choisit les sujets, quels sont les débats qu'il y a au sein d'une rédaction, et que derrière, on nous pose des questions, pourquoi vous avez choisi tel sujet ou pas. Genre, pour l'instant, ça prend pas, je ne désespère pas. Et au-delà de tout ce qui a été dit, et c'est un peu ce qu'on disait avant aussi, reconquérir le public, c'est aussi aller là où il se trouve. C'est-à-dire, on a changé nos pratiques. Aujourd'hui, faire de la radio, c'est plus qu'avoir un micro et parler dans le poste, c'est aller sur Internet et c'est proposer de nouveaux produits, des vidéos, peut-être pour toucher des plus jeunes qui n'écoutent pas la radio, les adultes aussi de moins en moins malheureusement. Proposer, pour le coup, ça marche particulièrement bien, ce qui veut dire que le média audio n'est pas mort, des podcasts, ça aussi c'est... créer autre chose pour s'adresser à un autre public et les faire revenir vers nous. Après, peut-être que dans 15 ans, la radio telle quelle, le transistor n'existera plus. Il y a un papier dans Le Monde que je vous conseille, il y a pas ce dimanche, celui d'avant, qui pas très optimiste pour l'avenir du linéaire, mais derrière, il y aura d'autres choses. Et voilà, donc ne pas avoir peur du changement, aller vers les autres. On peut se planter, c'est pas très grave, on fera autre chose à côté, on tentera autre chose, puis le numérique change tout le temps. Le podcast, il y a 20 ans, c'était les webdocs qui étaient à la mode, ça a jamais pris, mais tout le monde voulait faire du webdoc, mélange photo et son. Il y avait des projets partout, il y avait des sous qui sortaient de partout pour financer ça. Bon, ça n'a jamais trop pris. Aujourd'hui, c'est le podcast qui marche, il y a la vidéo qui fonctionne, etc. Et puis demain, ce sera autre chose. Donc allez, continuez à être curieux et aller vers les gens là-dessus. Est-ce que l'Observatoire des atteintes à la liberté de la presse s'intéresse au public et à leur reconquête ? J'ai envie de dire, c'est même une pierre angulaire de l'OFALP, puisque l'OFALP est constitué de 3 collèges et il y a des citoyens, comme on les a appelés, qui ne sont pas journalistes, qui siègent dans l'OFALP. Il y a un collège, voilà. Et j'imagine qu'ils sont déjà très conquis, eux, par les médias. Alors, je voulais faire une réponse à partir de ce que je vis dans mon métier, mais surtout ce que je capte, qui remonte à l'OFALP. Et voilà. Je fais une réponse sur 2 plans. Du côté des consommateurs d'informations, pardon d'utiliser ce mot, je vais dire des citoyens. C'est un prof de sciences de l'information qui dit ça. On a les médias qu'on mérite un peu, quoi. Donc s'il y a une exigence du côté des citoyens, de ceux qui consomment l'information et qui sont en capacité de pointer ce qui est bien, ce qui est moins bien dans la circulation de l'information, je pense que ça va tirer tout le monde vers le haut. Bon, c'est un schéma un peu théorique, encore une fois, de bisounours. Parce que d'un côté, on a des médias qui sont des entreprises économiques et qui ont besoin de continuer dans un contexte concurrentiel très fort, continuer à exister. Et tous les penseurs de l'information disent aujourd'hui, en tous les cas à travers ce que je lis, c'est la valeur ajoutée journalistique qui va faire la différence, notamment avec l'IA. Cette valeur ajoutée, il ne suffit pas de la décréter. Voilà. Il faut mettre des moyens, etc. Mais c'est là qu'on fera la différence. Et les médias aujourd'hui qui font la différence, à mon avis, c'est plutôt ceux qui arrivent à apporter de la valeur ajoutée, quel que soit leur espace de diffusion. Ça, c'est côté consommateur. Et côté j'allais dire OFALP, côté journalisme ou côté monde de la presse, moi, j'appelle de mes voeux, nous, à l'OFALP, on appelle de nos voeux à recontextualiser l'information. C'est quoi ? C'est pas seulement de la télé, de la radio, du papier, etc. Il y a un enjeu, c'est porteur d'un enjeu démocratique. Un citoyen informé, un citoyen qui peut prendre des décisions
en âme et conscience, en étant informé le plus justement possible. Donc là, il y a un vrai enjeu. C'est pas du théorique, c'est pas de la noblesse, de blabla de dire ça. Je l'ai constaté dans des débats locaux, comme dans des débats nationaux, et replacer cet enjeu-là dans l'esprit de ceux qui vont prendre, ma gamine va voter aux prochaines élections à 18 ans, c'est un vrai cap pour moi dans ma tête de citoyen, et j'essaye de lui apprendre. Replacer cet enjeu qu'il porte, que l'électeur porte, et aussi en faisant comprendre, en tous les cas en faisant comprendre quels sont c'est là que je rejoins l'OFALP, où j'appuie avec l'OFALP, les mécanismes qui sont à l'œuvre. Casser une démocratie en cassant son système d'information, ça va très très vite. Il suffit de voter une loi qui dit fin du secret des sources. Il n'y aura plus d'infos libres. Il n'y aura plus d'infos. Une source ne me parlera plus si jamais elle sait que je peux donner son nom. C'est terminé. Ça paraît anecdotique. Voilà. Donc c'est aussi replacer, nous à l'OFALP, on essaye de replacer des enjeux comme cela. Le continuum de sécurité, ou autrement dit le pouvoir du gouvernement, il doit pouvoir être contesté à certains moments au nom de l'information. Et il y a des procès, il y a des décisions de justice qui montrent que le droit à l'information est plus fort que le risque de diffamation ou d'allégation. Voilà. Donc c'est replacer ces enjeux-là dans des contextes qui sont difficiles. Parce que les gamins, ils sont captés par autre chose, parce qu'on a tous autre chose en tête. Il y a des questions très tranchantes là, qui sont en train de se jouer, je pense, autour de ces problématiques-là. Il faudra médiatiser le fameux rapport quand il sortira. Y a-t-il des questions dans le public ? Ah oui. Merci. C'est plutôt un complément à la réflexion. Merci pour ce débat qui est vraiment super intéressant et qui remet à un vrai niveau l'enjeu qui est posé. Quand même, dans cette question d'éducation, moi, c'est le propre de ma construction. Donc, c'est normal que ça m'interpelle. Je trouve que l'école est toujours un petit peu cloisonnée, habituée à ces injonctions, ces impératifs, son rythme aussi. On a parlé de rythme au niveau de la presse. Et il faut souvent ouvrir les portes de l'école. Et quand je dis l'école, c'est le terme générique, hein, quel que soit le niveau. Et concernant le lien avec le métier du journalisme, je ne suis vraiment pas sûre que beaucoup d'élèves, quel que soit leur âge, aient eu un jour dans leur parcours scolaire un lien avec un journaliste. Or, au lycée, il y a maintenant, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, cette spécialité géopo. Moi, j'appelle ça géopo. Mais c'est un autre sigle, un autre acronyme. Eh bien, peut-être que ça serait un début d'entrée, quoi. Et qu'à défaut d'avoir les lycées qui viennent vers vous, peut-être se faire connaître, faire entre guillemets, une offre de service, de lien. Voilà, c'était juste cela. En tout cas, je suis vraiment contente. On a vraiment vu le lien et qu'on retombe sur l'éducation, ça me fait plaisir, parce qu'on est parti du projet éducatif qui a été porté par la ville sur le rapport à l'information, au récit, etc., pour arriver à un enjeu fondamental de démocratie. Et vous voyez que dans le fil de vos échanges, vous retombez sur l'importance de l'éducation. Voilà. Eh ben merci, ça nous sert de conclusion peut-être. Ça vous va ? Vous voulez encore réagir ? Non ? Vous êtes fatigué ? Merci beaucoup au public et puis aux invités qui ont apporté beaucoup d'éléments. J'en profite juste, l'OFALP est une association qui fonctionne avec de petits moyens. Donc je vais me faire tirer les oreilles si j'oublie de dire que vous pouvez envoyer un don à l'OFALP. Vous trouverez ofalp.org. Défiscaliser, oui, parfaitement, défiscaliser l'État. Voilà. Pardon de profiter lâchement de cette tribune pour vous soutirer un éventuel don. Merci. Et vous pourrez bien sûr retrouver tout ça sur le site de la mission locale, en Twitch. Enfin, je ne sais pas si ça sera rediffusé ou accessible. Sur YouTube. Merci beaucoup.